Bonjour, donc une première activité sur un nouveau thème d'actualité, micro-organismes et santé. Notre environnement contient d'innombrables microbes, donc c'est le terme employé il y a bien longtemps maintenant, microbes, micro, petits, bios, la vie, donc des êtres vivants extrêmement petits. Certains vont être capables de déclencher des maladies et dans ces cas-là sont qualifiés de pathogènes. Votre objectif, c'est d'expliquer toutes les problématiques qui sont liées aux maladies causées par ces pathogènes. Parmi les pathogènes, donc pathos qui déclenchent des maladies, se trouvent des eucaryotes, des cellules qui comportent des organites, constituées d'une seule cellule, c'est le cas des champignons comme les levures. Donc exemple de Saccharomyces cerevisiae, qu'on va utiliser pour produire des aliments comme le pain, comme des yaourts, mais certaines levures vont être, certains champignons, vont être des pathogènes. Une autre diversité d'eucaryotes unicellulaires, exemple des paramécies qui vivent de manière complètement autonome, dans l'eau, dans les sols humides. D'autres au contraire vont se développer à l'intérieur d'un autre organisme, qui va être leur hôte. Et si ce protozoaire porte préjudice, dans ces cas-là, ça va être des parasites responsables de maladies. Autres pathogènes, les bactéries qui sont constituées d'une cellule simple, mais qui n'ont ni noyau, ni organite. Donc le génome, qui est de l'ADN, va être en contact direct avec le cytoplasme. Les bactéries, elles se développent dans des milieux extrêmement variés, elles vont y échanger de la matière, de l'énergie. Certaines bactéries vont vivre aux dépens de leur hôte et provoquer des maladies. Elles peuvent libérer par exemple des toxines. Dernier type de pathogènes, les virus, qui ont une organisation extrêmement simple, une coque, qu'on appelle une capside, qui est formée de protéines, qui renferme un génome, soit de l'ADN, soit de l'ARN, et d'autres protéines, quelques enzymes. La composition et la forme de la capside va être propre à chaque virus. Alors la particularité du virus, c'est qu'il n'a pas d'activité métabolique par lui-même. Il a besoin d'une cellule hôte, qu'on appelle une cellule cible, pour se reproduire. Et il va utiliser le métabolisme et les structures cellulaires de la cellule qu'il infecte pour se reproduire. Donc la cellule parasitée, elle va être contrainte par le génome du virus de produire de nouveaux virus. Un virus est capable de parasiter des cellules animales, mais aussi des cellules végétales, des cellules de champignons, des bactéries, et certains sont évidemment pathogènes pour l'être humain. Votre travail, le premier objectif, à partir du Padlet qui est ici, qui correspond à des images issues de votre manuel, déterminer les caractéristiques des maladies infectieuses. Je vous propose 3 exemples, le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc à partir de ces 3 exemples, il s'agit de présenter les différents agents pathogènes possibles, leur mode de propagation, et les comportements individuels et collectifs qui vont permettre de limiter cette propagation. Présentez votre travail sous la forme d'un tableau en y mettant les critères précisés juste ici. Premier exemple, celui du sida pour syndrome d'immunodéficience acquise. Alors en France, ce sont 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, avec environ 6 000 nouvelles contaminations au cours de l'année 2017. Ce sont près de 37 millions de personnes qui vivent avec le virus, avec seulement 75% qui le savent. 1,8 million de personnes sont nouvellement infectées tous les ans. Et on estime qu'il n'y a que 22 millions de personnes qui ont accès à des traitements. L'agent pathogène pour le sida, c'est donc un virus, le VIH pour virus de l'immunodéficience humain, HIV en anglais. Pour les symptômes, le virus évolue sur de très nombreuses années, il procède en plusieurs phases.
Dans un premier temps, il n'y a absolument aucun symptôme. Et le sida, en fait, c'est la phase ultime de l'infection, au cours de laquelle vous avez un ensemble de maladies dites opportunistes qui se mettent en place. Elles vont être provoquées par des agents microbiens. Ça peut être des cancers, comme le sarcome de Kaposi, qui est un cancer de la peau. On rappelle les modes de transmission, 80-90% des cas, c'est lors de rapports sexuels, par le sang, donc des transfusions, des injections de produits sanguins contaminés, des partages de seringues ou d'aiguilles qui n'ont pas été stérilisés, mais aussi une contamination professionnelle ou paramédicale. Et enfin, de la mère à son enfant au cours de la grossesse, lors de l'accouchement ou encore lors de l'allaitement. Les réservoirs du virus, ce sont évidemment les individus séropositifs qui vont déclencher la maladie, mais également les porteurs sains, c'est-à-dire des personnes qui ont le virus mais qui n'ont aucun symptôme pour des raisons qu'on ne connaît pas, ce qui représenterait environ 0,5% de la population. Alors la maladie a débuté dans les années 80, elle est mondiale, donc on parle de pandémie. Pour les moyens de lutte individuels ou collectifs, face au VIH, la meilleure stratégie reste la prévention, le préservatif. On peut éviter la transmission au cours de la grossesse ou de la naissance aujourd'hui. Et le diagnostic de l'infection par le VIH repose sur la détection possible dans le sang d'anticorps dirigés contre ce virus. Il existe des autotests depuis 2015, si on souhaite le faire à la maison. Deuxième exemple, celui du paludisme. C'est la première maladie parasitaire au monde. Elle est responsable de plus de 400 000 morts par an, et principalement des enfants de moins de 5 ans. On estime qu'il y a environ 40% de la population mondiale qui y est exposée, dans des zones géographiques particulières. L'agent pathogène du paludisme, c'est un unicellulaire du genre Plasmodium, que vous visualisez ici, qui se développe dans les hématies, c'est-à-dire dans les globules rouges, dont il va provoquer l'éclatement. La maladie elle débute par une fièvre, environ 8 à 30 jours après l'infection. Elle peut s'accompagner ou pas de maux de tête, de douleurs musculaires, d'un affaiblissement, de vomissements, de diarrhée, de tout. Elle se poursuit par des cycles qui alternent la fièvre, des tremblements avec des sueurs froides, beaucoup de transpiration. Ça coïncide évidemment avec la multiplication des parasites et l'éclatement des globules rouges, qui va conduire à une anémie, c'est-à-dire à un manque de fer. Et certaines formes de paludisme peuvent être mortelles si elles ne sont pas traitées. Si dans le cas du sida, le mode de transmission était direct, entre autres, ici, dans le cas du paludisme, il faut un vecteur, et le principal vecteur de l'agent pathogène, c'est un moustique qu'on appelle l'anophèle, qui va donc être l'animal qui va porter le plasmodium et l'injecter à une nouvelle personne. Les réservoirs, ce sont donc les moustiques, les individus malades, et comme tout à l'heure, les porteurs sains. On situe cette maladie, plus de 200 millions de cas en 2015. On la situe dans les zones intertropicales, c'est-à-dire là où vit le moustique, l'anophèle. C'est donc une endémie, une épidémie qui est restreinte à une région donnée. Les moyens de lutte individuellement, des répulsifs cutanés, des moustiquaires, des traitements. À l'échelle collective, une campagne d'information pour, par exemple, mettre des moustiquaires, ou une campagne pour pulvériser des insecticides, et donc tuer le vecteur. Pour la tuberculose, l'agent pathogène est une bactérie découverte par un dénommé Cor, donc on l'appelle le bacille de Cor. Pour la transmission, ça va être la toux, donc une toux chronique. C'est donc un mode de transmission direct, comme le sida. Les symptômes, donc la toux, les essoufflements, la fatigue.
Les réservoirs de ces pathogènes, ce sont les individus malades et les porteurs sains. Un tiers de la planète est touché. Les moyens de lutte, individuellement, ce sont les vaccins, les antibiotiques. Le vaccin, évidemment, qui est un moyen de lutte à l'échelle collective. Donc le vaccin, c'est le BCG, Bacille Calmette-Guérin, Calmette et Guérin étant le nom des deux scientifiques qui ont mis au point le moyen de lutter contre cette bactérie à l'origine de la tuberculose. Avec ce premier objectif, on a donc pu montrer que certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement entre êtres humains ou par le biais d'animaux, tels que les insectes, que la propagation du pathogène se fait par changement d'hôte. Il exige soit un contact direct entre les hôtes, soit il se fait par le milieu ambiant, que ce soit l'air ou l'eau, ou par un vecteur biologique, qui va être alors l'agent qui transmet le pathogène. La connaissance de la propagation du pathogène, donc quand il y en a un du vecteur, permet donc d'envisager les luttes individuelles et collectives. Et les comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs, permettent de limiter la propagation de ces maladies. L'objectif 2 fera l'objet d'une vidéo à part. Rapidement, l'objectif 3. Il s'agit de préciser en quoi le changement climatique pourrait avoir un impact sur la prolifération de certains pathogènes, en prenant l'exemple du phénomène El Niño et du paludisme évoqué précédemment. El Niño est donc un phénomène, un courant côtier annuel qui est chaud, qui est dû à un ralentissement des alizés, les vents qui partent d'est en ouest, et ce ralentissement des alizés va être à l'origine de cet écoulement côtier qui va s'écouler vers le sud de l'océan Pacifique et qui va provoquer des pluies torrentielles sur les côtes du Pérou, de l'Équateur, des cyclones en Polynésie ou encore des sécheresses en Bolivie, en Indonésie ou en Australie. On peut constater qu'au Venezuela, l'incidence du paludisme augmente fortement l'année qui suit l'épisode d'El Niño. On peut donc supposer qu'il existe un lien de cause à effet entre les deux. Ce lien peut s'expliquer de deux manières. El Niño provoque des périodes de sécheresse importantes au Venezuela, transformant les rivières en quelques mares, les mares qui vont permettre la reproduction de moustiques. Le moustique a en effet besoin d'eau pour se reproduire, et un réchauffement climatique qui va induire une diminution de la durée d'incubation. Les moustiques vont donc se reproduire beaucoup plus vite. Le risque d'apparition d'une épidémie peut donc augmenter de manière importante. Donc ce moustique, l'Anophèle, de par la modification du régime des précipitations et des températures, peut être l'origine d'une multiplication de moustiques qui est le vecteur du paludisme. Le changement climatique peut donc bel et bien avoir une influence sur les épidémies du paludisme.